Rebonsoir, nous avons eu quelques soucis techniques. Euh, alors, bienvenue dans ce live. Ce soir, le thème c'est maigrir à tout prix, mais à quel prix? Et ce sera avec Yehusha, Dr. Joanita et Dr. Pamela qui va nous rejoindre également. Désolé, un souci avec la technique. Je pense- Alors, je pense que là, ça devrait être bon. J'ai envoyé les demandes à Naomi et voilà, si elle est avec nous. Yes, je suis de retour. Welcome. Alors, on attend Janita, à qui je viens d'envoyer l'invitation. Non, mais vraiment, docteur Yosha, ce soir, vraiment, vous avez mis la barre haute là. Ma mère m'a dit Qu'il faut pas me qu'il fallait que je me faire ces maquille. problèmes. Mais... Voilà. En tout cas, c'est chic, on Donc, aime, je on aime. ressemble pas à quelqu'un qui a des problèmes, tant mieux. Non, on aime, on aime, on aime. On valide. Charlie, tu valides ou pas? Bien sûr, je valide à 1000%. Je valide à 1000%. Bonsoir à tous. Bonsoir. Janita, bonsoir, bonsoir. Je vous rattrape en bonne dernière, mais je suis là. Non, ça va. On a eu un petit problème technique tout à l'heure, donc ça va. Bah oui, merci pour la compréhension. Bonne et heureuse année à tous. Merci. Bonne année. Merci, À toi aussi. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Rien. Rien. Ah ben, super. Super. Rien du Super. tout. On appréciait Yehusha. La mise en beauté de docteur Yehusha ce soir. Pardon. Ah ouais. Laissez-moi. Je, je pense que la pédiatrie va être remplie ce soir. Hein? Oui. Là, elle s'est mis bien pour nous doser. Alors, vous allez vous présenter. Je sais qu'on vous connaît. Mais la tradition. Yehusha, Ouvre le bal, ouvre le bal. ouvre le bal. Ok. Bon, donc moi, c'est docteur Yehusha David. Je suis pédiatre. Je suis d'origine béninoise. J'ai été formée à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. J'ai continué à Dakar et maintenant je suis en France pour poursuivre ma formation. Et je suis aussi créatrice de contenu, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Oui, Bref, je fais des choses sur Internet pour sensibiliser les gens, pour parler vraiment de prévention de la santé chez les enfants. J'essaye de dénoncer aussi de temps en temps les injustices qu'il y a chez nous. Et j'essaye de le faire avec beaucoup de fun, beaucoup de mots très très simples pour faciliter la tâche à tout le monde. Et si vous me connaissez pas, abonnez-vous à ma page, à nos pages. Et je suis très 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 contente d'être avec vous sur ce live. Merci Yehusha. C'est un plaisir d'être avec toi aussi. Salut cette dame. Alors, Naomi. Ok, bon moi c'est Naomi Solène, je suis béninoise, je vis à Dakar. Je suis coach en bien-être et nutrition et organisation.
créatrice de contenu, ingénieure en sécurité système. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Multifocus, qui a pour objectif de permettre aux gens de mieux s'organiser, d'avoir un meilleur équilibre entre toutes les casquettes, comme un peu comme moi qui suis ingénieure, créatrice de contenu, coach en bien-être et nutrition et tout ça. Et donc l'idée, c'est de vraiment donner des astuces, partager les bonnes pratiques pour permettre à tout un chacun de pouvoir trouver l'équilibre entre tous ces casquettes sans mettre en péril justement le bien-être en général. En grosso modo, c'est ça. Merci Naomi. Joanita. Alors, moi, je suis docteur Armando Joanita, épouse CTMD. Je suis spécialiste en médecine interne et immunologie clinique et en suivi de patients diabétiques. Alors, en ce moment, je suis chef de service de médecine interne à la clinique SICA. J'ai été formée à Dakar et puis à Paris. En ce moment, je suis installée au Bénin. Je suis japonaise de nationalité, non, je suis béninoise. Je suis béninoise comme tout un chacun ici. Et pour moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour faire un exercice que j'aime particulièrement. Parce que dans ma pratique aussi beaucoup, j'interviens dans la prévention par l'organisation de nombreuses campagnes de dépistage et également dans l'éducation thérapeutique énormément des patients diabétiques et d'autres maladies chroniques que je suis dans ma pratique de tous les jours. Alors je réitère ma joie d'être avec vous ce soir, de partager avec vous mes connaissances et d'apprendre de vous. Sachant que je suis jeune maman depuis 1 mois et j'ai 10 kilos à perdre, donc c'est le bon créneau pour moi aussi de prendre des tips, quoi. Donc voilà. Merci, Je ne crée pas de contenu en ligne. Je n'en crée pas. Je n'en crée pas. Très bien. Alors, ce sera vraiment un live freestyle, vous savez, talk show. Donc, le sujet, vous le connaissez, maigrir à tout prix, mais à quel prix? Alors, je vais commencer par Yousha. Parce que de plus en plus, on voit des enfants obèses et on voit des parents soumettre les enfants à des régimes terribles. Donc, voilà le sujet qui est abordé. Quel est ton avis par rapport à ça? Et quel est le point de vue de la pédiatre? Okay. Merci beaucoup. Vraiment, merci Ismaël de me donner une occasion de parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Non seulement parce que c'est de plus en plus fréquent, mais aussi parce que moi aussi, quand j'étais petite, j'étais pas obèse, mais j'étais en surpoids. J'avais de belles joues bien rondes, j'avais un joli petit ventre. Et c'est quelque chose qui que j'ai mal vécu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, comment pas le français. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. C'est ça. Qui savent, voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. Et en grandissant, je ne me suis jamais sentie bien dans ma peau avant pas longtemps. Donc, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux et traiter de la meilleure manière possible. Moi, j'ai eu de la chance, en grippe, on va dire. Avec l'adolescence, j'ai fondu un peu, j'ai fait du sport, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai appris aussi à mieux manger et à mieux prendre soin de moi. Mais il y a beaucoup de parents et d'enfants qui n'ont pas eu cette chance-là et qui continuent aujourd'hui de subir les conséquences du surpoids et de l'obésité. Alors, quand on parle d'obésité ou de surpoids en pédiatrie, on utilise le poids et la taille et on calcule ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qu'on projette par rapport à des courbes. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer tout ça, mais vous allez le voir sur Internet si vous cherchez un peu. Et c'est à partir de ces courbes-là qu'on peut dire si un enfant est obèse ou en surpoids. Donc, il ne suffit pas juste de voir qu'un enfant pèse, je ne sais pas, 30 kilos ou 50 kilos je dis des bêtises, hein, à 7 ans, à 8 ans, et de dire, ah, mais toi, tu pèses beaucoup, tu es gros, tu dois faire un régime. Non, il faut l'emmener chez un médecin
on mesure le poids, la taille, et ensuite on vérifie si par rapport à l'âge, il est dans les normes ou s'il est vraiment un peu trop au-delà et s'il faut commencer à prendre des mesures ou pas. Et aujourd'hui, l'obésité, c'est quelque chose qui atteint aussi bien les enfants de familles pauvres que de familles riches. Avant, on l'observait plus dans une catégorie de la population. Maintenant, ça atteint tout le monde parce qu'on a le même problème, on mange mal. Les causes sont vraiment variées. Il y a de très rares obésités qui sont liées à des maladies. Donc, on prend par exemple la maladie qu'on appelle le syndrome de Down ou la trisomie 21. C'est une maladie qui s'accompagne d'un surpoids ou d'une obésité. Mais il y a d'autres maladies aussi dans lesquelles on va avoir une obésité. Il y a des médicaments qui entraînent de l'obésité. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller chez le médecin pour savoir si on est en présence d'une obésité qui a une cause ou si c'est une obésité qui est liée à l'hygiène de vie en général. Donc, ne prenez pas la chose à la légère, non seulement à cause des complications, mais d'abord parce qu'il faut que ce soit un diagnostic médical et qu'on vous propose une prise en charge adaptée. Donc, ça, c'est la mise en situation du côté pédiatrique. Je vais vous laisser aborder aussi le sujet de votre côté et ensuite, on va aborder les détails en fonction des questions et de ce que vous voulez savoir en général. Très bien. Merci, Yerusha. Naomi, alors, nutrition, coach en nutrition, bien-être, tu as été sollicité à plusieurs reprises pour la prise en charge de l'obésité et il y a des méthodes, plusieurs méthodes que tu as dû entendre. Et quel est ton avis par rapport au sujet, déjà, le thème de ce soir? Quel est ton avis? Et en tant que coach en bien-être et nutrition, d'autant plus que aussi quand les gens cherchent à maigrir, c'est parce qu'il y a peut-être aussi un complexe, ils se sentent pas bien dans leur peau. Donc, ils sont prêts à tout. Ok, merci. Du coup, moi, de mon côté, de mon point de vue, c'est... alors, ça dépend. T'as ceux qui veulent maigrir parce que justement, ils ne se sentent pas bien dans leur peau, ils ne sont pas à l'aise avec leur corps. Et tu as ceux qui veulent maigrir parce que justement, peut-être après une maladie, avec la prise de médicaments, ils ont pris du poids ou justement après un accouchement, elles veulent perdre du poids, etc. Donc c'est vraiment différentes catégories. Mais à la fin, le dénominateur commun reste, on veut perdre du poids parce que tout simplement, on ne se sent pas bien dans son organisme. Maintenant, le point qu'on remarque souvent, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire que heureusement ou malheureusement, mais un peu plus malheureusement, il y a tellement de pratiques qui se font, qui sont partagées sur Internet que plus c'est commercial, plus c'est vendeur. Donc, plus tu as dans la phrase maigrir, perdre 5 kilos en 5 jours, c'est commercial, c'est vendeur. Et donc, systématiquement, la personne qui est déjà désespérée parce que elle a peut-être commencé le sport il y a un mois, mais elle ne voit pas vraiment de changement, ou on lui a dit non, intègre plus de légumes, mais elle ne voit pas vraiment de changement, elle aura plus tendance à aller vers ce genre de pratiques-là qui sont rapides et sans oublier que derrière, j'ai envie de dire, maigrir vite, c'est perdre plus qu'un chiffre en fait sur la balance. Tu perds de l'énergie, tu perds de la vitalité, tu perds des nutriments et tu perds même parfois ta santé. Parce que à force de prendre tout ce qui est sur Internet, quand on va te dire mélanger tel plus tel et boire ça du matin au soir, tu ne sais pas la conséquence que ça peut avoir sur ton foie et après enfin, tu vois, du coup derrière, ça crée encore plus de maladies qu'autre chose. Sans oublier que tu vas perdre. Mais qu'est-ce que tu perds réellement? Est-ce que c'est le gras que tu perds? Est-ce que c'est de l'eau que tu perds? Est-ce que c'est du muscle que tu perds? Tout ça, c'est des choses que visuellement, on ne peut pas estimer. La personne va juste se rendre compte qu'au bout des 5 jours, au bout des 15 jours, j'ai fondu. Mais en réalité,
elle ne peut pas vraiment jauger ou peser quelle est cette perte-là, en fait, à quoi est-ce qu'elle correspond. Donc, derrière, tu as un peu ce qu'on appelle cet effet yo-yo, où ils vont perdre parce que justement, 5 jours, elle a appliqué à la lettre ce qu'il fallait appliquer, mais sur la durée, ça ne prend juste pas parce qu'il n'y a pas eu de méthode qui a été mise en place, il n'y a pas eu d'habitude qui ont été créées et tout. Et derrière, elles vont se retrouver à justement avoir ces effets yo-yo. Je maigris 5 jours, je reprends un mois, je reprends plus que ce que j'avais perdu. Je réessaye encore parce que je me suis dit que ah, ça a marché. Donc, je réessaye, je retrouve autre chose, je réessaye. Et finalement, c'est un déséquilibre total de l'organisme, hormonal et puis tout ce qui va avec. Et de Tu as, la frustration. Beaucoup de oui, aussi. frustration. Et tu as bien fait de parler de l'impact de ces produits miracles sur la santé du foie et aussi des reins. Parce que nous aurons un peu plus tard l'intervention d'une néphrologue sur le plateau. Alors, docteur Joanita, quelle est l'approche de l'interniste qui s'occupe aussi du suivi des patients diabétiques, où on sait aussi que diabète, obésité aussi, ça fait partie du syndrome métabolique dont on parle de plus en plus ces derniers temps. Alors, j'ai écouté mes consoeurs attentivement. Elles ont tapé en plein dans le mille, mais j'aimerais reprendre la chose un tout petit peu par le début. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire maigrir à tout prix? C'est s'inscrire dans une démarche à tout prix, très déterminée, excessive, à la limite de perte de poids, en ayant recours à différentes méthodes, des méthodes parfois excessives, souvent des régimes restrictifs, sans tenir compte, bien entendu, des retentissements sur la santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Mais pourquoi cette volonté, finalement? Parce que les canons de beauté sont modulés et soumis à la pression, modulés par la pression sociétale. Ces pressions sociétales sont médiées par les masses médias, on est d'accord, et un certain nombre de facteurs culturels. Donc la perception de soi, de l'image de soi, les canons de beauté, bien que variables selon le lieu où on se trouve forcément, finalement unanime parce que nous sommes tous bombardés par les images occidentales qui définissent des canons bien définis. Ok. Partant de là, pourquoi ces personnes veulent maigrir en dehors de cette pression sociétale qui a un certain impact psychologique sur lequel on va revenir? C'est que l'obésité est une pandémie mondiale avec un poids sanitaire énorme, un poids économique très très fort. Je vais rappeler un peu les statistiques. En 2022, les statistiques parlent de plus d'1 milliard de personnes obèses dans le monde. Ça fait plus de 16% de la population mondiale. Et on parle de 2,5 milliards de personnes en surpoids, donc plus de 880 millions de personnes obèses. Et pour une fois, un peu de parité, 43% d'hommes, 44% de femmes. Et les enfants à côté, bien sûr, docteur Yeshua en a parlé. Ça reste vraiment important d'en parler dans la mesure où l'obésité s'accompagne d'une forte morbimortalité. On va y revenir, des complications cardiovasculaires, une augmentation des risques de cancer, la survenue de diabète, également la dépression, de l'anxiété qui va avec, l'éviction sociale. Et il y a une étude très, très intéressante qui a été faite sur les populations d'Asie et d'Asie du Sud-Est qui rapporte que finalement, quand on a une population obèse, on se rend compte que en termes de marché d'emploi, ces personnes perdent jusqu'à 4 à 9 années de productivité sur le marché de l'emploi. Donc, en dehors de l'impact sanitaire, il y a quand même un impact économique très fort qu'il faut prendre en cause. Donc, moi, je voudrais camper ce décor-là dans un premier temps. Il y a plusieurs méthodes pour perdre du poids naturellement. Et ce qu'on recommande, bien sûr, c'est d'aller dans le sens d'un déficit calorique, c'est-à-dire un régime qui n'est pas restrictif, mais qui reste hypocalorique de manière modérée avec une activité sportive forte. Voilà. De manière à augmenter les dépenses et diminuer quand même un peu les apports. Néanmoins, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la problématique du poids.
Parce que l'obésité aujourd'hui, il est admis dans les canevas à l'échelle internationale que c'est une maladie chronique. Et cette maladie chronique est la résultante d'une accumulation anormale ou excessive de cellules adipeuses dans le corps, pouvant entraîner des complications et de la morbimortalité. D'accord? Et cette obésité, nous ne sommes pas tous égaux. Pourquoi? Parce que l'obésité est médiée par des facteurs génétiques, des facteurs comportementaux, le mode de vie, l'environnement, des facteurs métaboliques, même des facteurs économiques et un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Donc, quand on parle d'obésité, il faut s'inscrire dans une démarche clinique. Cette démarche clinique, dans un premier temps, vise à déculpabiliser les patients parce que malheureusement, encore beaucoup de personnes perçoivent des personnes en obésité comme des personnes feignantes, ayant une résultante, une somme de mauvais choix et donc limite des personnes qui manquent de volonté, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a des phénomènes physiopathologiques très complexes qui font qu'il y a finalement cette obésité que Dr Yeshua a défini dans son domaine de pratique clinique à elle et que nous savons que de manière globale, l'OMS rapporte à un IMC qui serait, pour un poids normal, on le définit en 18 à 25, c'est en surpoids. Voilà. Voilà. Et une obésité, c'est à partir de 30, supérieur ou égal à 30, on parle d'obésité, supérieur à 35, stade 2, et à partir de 40, le stade 3. Voilà. Mais comme elle a dit, pour les enfants, c'est plutôt au percentile, en rapportant l'âge et le sexe à la courbe de croissance. Quand on est au 95e percentile, on classe l'obésité chez les enfants. Voilà, mais je ne vais pas trop empiéter sur son domaine de compétences. Hein. Merci, Anita. Alors, on va prendre une question avant de poursuivre. Dr Carlos. Alors, bonsoir, heureux d'apprendre des pères. J'ai une question. C'est quoi la malbouffe? C'est juste fast food ou c'est plus large que ça? Yehousha. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on appelle déjà fast food? Fast food, c'est ce qu'on sert en général dans les restaurations rapides. On comprend, en tout cas chez nous, en Afrique, c'est hamburger, shawarma, pizza, quoi encore, tacos. En général, c'est ça qu'on appelle les fast food. Mais la malbouffe, c'est pas que ça. Pour moi, la malbouffe, c'est avoir une mauvaise hygiène de vie, faire de mauvais choix alimentaires. Les repas qu'on sert dans les fast food, pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la malbouffe? Parce que c'est pas équilibré. C'est souvent très gras, ou alors trop sucré, ou alors trop riche en protéines. En termes d'apport calorique, c'est des quantités énormes. C'est des quantités qu'on doit recevoir sur la journée, qu'on ingère en un seul repas. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ça de la malbouffe. Maintenant, tous les autres repas qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas intéressants en termes de densité calorique, en termes de valeur nutritionnelle, pour moi, c'est de la malbouffe. Si vous prenez des chips saveur barbecue ou bien au fromage ou tout ce que vous voulez, pour moi, c'est de la malbouffe. Si vous prenez du chocolat au lait et du riz soufflé, c'est de la malbouffe pour moi parce que quand vous allez prendre ce plat-là, enfin, pas ce plat, ce tanka ou cet aliment, ça ne va rien vous apporter de concret en termes de valeur nutritionnelle. Ça va juste vous apporter des calories, plus les conservateurs, les exhausteurs de goût, qui eux aussi ont leurs effets sur le corps. Donc pour moi, malbouffe, c'est pas que fast food, c'est tout ce qui est repas ultra transformé, tout ce qui est repas déséquilibré. Et même si vous ne mangez pas de fast food et que vous mangez ultra transformé ou trop sucré ou trop de soda, trop de pâtisserie, trop de produits transformés, vous faites de la malbouffe. Oui. Merci. Les double cheeseburgers. Mais c'est bon, honnêtement. Oui, en fait, les écarts, oui, mais quand l'écart devient l'habitude, ça devient compliqué. Oui. Les écarts, ça peut arriver à tout le monde des écarts, mais quand tu as des écarts tous les jours, ce n'est plus des écarts. Hein. Oui. Et on parle tu as parlé de malbouffe, c'est pas seulement l'obésité, parce qu'il y a des maladies inflammatoires du côlon
Mhm. qui, euh, qui sont d'origine multifactorielle, hein, certes, mais parmi ces facteurs, on retrouve les aliments ultra transformés. Donc, la malbouffe aussi, c'est pas seulement l'obésité, parce qu'il y a des personnes qui vont enfin, consommer la malbouffe, ces aliments, ne pas forcément être obèses, mais pouvoir développer d'autres maladies qui découlent aussi de cette alimentation. Et on voit qu'il y a de plus en plus des cancers chez des sujets très jeunes. Bon, je dis ça, je dis rien, on va continuer. Alors, euh, Yousha, je vais te retourner la parole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va en milieu pédiatrique, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour les enfants, pour l'adolescent? Oui. Dis-nous tout. Ok. Alors, en milieu pédiatrique, quand on fait le diagnostic de surpoids ou d'obésité, on ne met pas en place de traitement. C'est-à-dire, on va pas dire, on met pas l'enfant au régime, on ne lui dit pas stop le coca, stop les sucreries. On va lui demander de revoir, on va revoir de manière générale l'alimentation, l'activité physique, si l'enfant est sédentaire ou pas. Et en plus de ça, on va voir dans les antécédents si l'enfant a des parents obèses, s'il a une maladie qui pourrait expliquer son obésité. On fait tout un bilan déjà pour commencer. Et quand on a fini de faire tout ceci et qu'on a éliminé les grosses causes qui peuvent entretenir son obésité, on fait maintenant une prise en charge globale. Et cette prise en charge globale, là, elle est d'abord alimentaire. Et même si on ne fait pas de régime, on ne fait pas d'interdiction très stricte chez l'enfant, on réduit quand même considérablement tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est aliments transformés dont on a parlé tout à l'heure, tout ce qui est pâtisserie. Et on revoit aussi les proportions. Parce qu'en général, les enfants qui souffrent d'obésité ou de surpoids, ils ont tendance à avoir un appétit qui est très développé. Et ce n'est pas leur faute. Ils ont eu l'habitude de développer leur appétit à cause des habitudes alimentaires qu'ils ont eues. Donc, on va augmenter la proportion de légumes, on va augmenter la proportion de fruits, on va les inciter à boire beaucoup d'eau, on va les aider à bouger un peu plus. Si c'est des enfants qui ne sont pas inscrits dans les activités extrascolaires, on va leur proposer de faire une activité qui bouge, du sport, de la danse, des arts martiaux, pour augmenter la dépense énergétique. Et aussi, on va essayer de limiter le grignotage. Le grignotage, c'est une grosse cause d'obésité ou de surpoids chez les enfants. Et on va voir aussi au niveau des parents comment est-ce que eux ils voient l'obésité, comment est-ce que pour eux ils comprennent cette maladie et comment est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent accompagner leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas que l'enfant ne fait pas exprès de manger beaucoup. Il a des aliments qui stimulent son appétit. Tout ce qui est chocolat, chips, les sodas, quand vous les prenez, vous envoyez des signaux à votre organisme. Parce que tous ces repas-là, ils ne sont pas naturels, ils ont été fabriqués dans les laboratoires pour vous donner envie de continuer à en prendre. Donc, plus vous en consommez, plus vous avez encore envie d'en manger. Donc, quand vous consommez tous ces repas-là, vous avez du mal à vous arrêter. Et si votre enfant a pris l'habitude d'en consommer, forcément, il va développer une certaine dépendance à ces aliments et il va avoir du mal à se contrôler quand il les prend. Donc, on va expliquer ça déjà aux parents et leur expliquer que il faut en fait limiter ces aliments au maximum pour permettre à l'enfant de se débarrasser de cette dépendance en griffe. Quand on a fait tout ça, maintenant, on fait un suivi régulier. On voit l'enfant peut-être tous les 3 mois, tous les mois, et on l'accompagne. En France, il y a un parcours pour les enfants qui sont atteints d'obésité. Il y a des centres de référence où on accompagne les enfants. Et quand ça atteint vraiment des niveaux d'obésité très sévères, on met en place des traitements médicamenteux. Les traitements médicamenteux, on va y revenir après parce que tous les traitements ne sont pas indiqués chez les enfants déjà et tous les traitements médicamenteux ne marchent pas ou ne sont pas très prudents à utiliser, même, non seulement chez les adultes, mais chez les enfants aussi. Donc ça, c'est en gros par rapport à la prise en charge, mais vraiment de manière très détaillée. Il vaut mieux le faire avec un médecin, enfin toute une équipe, un médecin, un nutritionniste, un diabétologue parfois, parce que certains enfants qui sont obèses sont aussi du diabète.
Et voilà, un psychologue aussi, parce que beaucoup d'enfants qui sont atteints de surpoids ou d'obésité sont victimes de discrimination, de harcèlement scolaire, etc. Donc voilà un peu pour la prise en charge. Merci, Yousha. Tu vas revenir plus tard pour nous parler de ce qui pourrait être très dangereux chez les enfants quand on va aborder Mm. peut-être la partie concernant les médicaments. Alors, Oui. Naomi, prise en Yes. charge et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Surtout que tu as rapporté tout à l'heure qu'il y a beaucoup de recettes miracles sur la toile, vu que les gens veulent maigrir à tout prix. Alors, déjà, avant de commencer par la prise en charge, le point qu'a soulevé, j'ai oublié son nom, la jolie docteure là. Juanita, Juanita. Anita, pardon. Le point qu'a soulevé Janita, il est super important. C'est déjà de connaître en fait la raison du surpoids ou de l'obésité. Que ce soit, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est médicamenteux, est-ce que c'est dû à de la malbouffe ou à juste à une mauvaise hygiène de vie, etc., etc. Donc déjà ça, c'est le premier diagnostic à faire avec un médecin, c'est de comprendre réellement quelle est la cause de ce surpoids ou de cette obésité. Et une fois que le diagnostic est posé, si c'est médicamenteux, est-ce que le traitement c'est sur une longue durée? Est-ce que pendant le traitement, vous avez quand même la possibilité de contrôler votre alimentation? Et ça, c'est pas vous blâmer, mais pour avoir vécu ça personnellement, sous prescription de corticoïdes, le médecin ne m'avait pas dit qu'il fallait que je contrôle mon alimentation dans la période. Donc, c'est peut-être pas fait sciemment. Peut-être pour lui, c'était tellement, je vais dire, tellement naturel ou je vais dire évident. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'était plutôt tellement peut-être c'était évident pour lui qu'il n'a pas eu le réflexe de me rappeler à moi qui ne connaissais pas les effets secondaires de ce médicament-là, que voilà, il fallait que je fasse attention dans la période, etc. et tout. Mm. Donc, ça aussi, j'ai pas envie de dire que c'est dangereux, mais ça revient aussi à nous, les patients, quand on nous prescrit un médicament, de vraiment prendre le soin de lire au moins la notice, de s'informer un peu plus sur le médicament ou tout simplement même de poser des questions au médecin. C'est pas parce il écrit sur le papier qu'on ne peut pas lui demander, ah bon, ça sert à quoi? Est-ce que je peux faire ça? Quels sont les effets de ce médicament-là, etc. et tout. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, une fois qu'on a posé tout ce diagnostic, que ce soit médicamenteux, dû à une maladie, c'est dans les gènes et tout ça, à coup sûr, une chose qui revient souvent, ce sera l'hygiène de vie. On vous dira de contrôler votre alimentation, de manger un peu plus de légumes, de faire un peu plus d'activité physique, etc., etc. Maintenant, moi, mon point par rapport à tout ça, c'est déjà pour éviter la frustration, il faut se connaître. Il faut connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Quel sport est adapté à ma morphologie, quel sport est adapté à mon environnement, quel sport est adapté à mon style de vie, quel est tout simplement ce que j'aime ou ce que je peux faire qui peut me permettre justement d'augmenter cette dépense énergétique et aussi me permettre d'avoir une alimentation saine sans frustration. Parce que derrière, ce qui se passe souvent, c'est, OK, le médecin, bon, je suis malade, le médecin a dit de diminuer le sel, le médecin a dit de ne pas manger après 20 heures. Voilà, on entend souvent ce genre de propos, mais c'est comme je dis, un chocolat que tu manges, le carré de chocolat que tu manges à 7 heures et le carré de chocolat que tu manges à 20 heures, c'est les mêmes valeurs nutritionnelles. Les calories ne changent pas entre 7 heures et 20 heures, ça ne change pas, c'est la même chose. Maintenant, tout va dépendre de entre 7 heures et 20 heures, qu'est-ce que tu as eu à manger dessus et tu rajoutes
le chocolat de 7 heures, forcément, ça va augmenter, comme ça peut diminuer, etc. Donc, ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte, c'est se connaître. C'est savoir ce que j'aime, savoir ce que je n'aime pas, savoir ce que mon corps tolère, savoir ce que mon corps ne tolère pas. Est-ce que je suis plutôt du genre à faire le sport le matin? Est-ce que faire le sport le matin me permet d'avoir plus d'énergie pour ma journée? Est-ce que faire le sport le soir me donne de l'énergie et donc du coup m'empêchera de dormir? Parce que ce qu'on oublie, c'est que le sommeil aussi favorise une perte de poids. Le fait tout simplement de reposer ton corps, de permettre à ton organisme de recharger et tout ce qui va avec, ça te permet de perdre de poids. Donc, quand tu n'arrives pas à faire toute cette analyse-là de ta personne et tu te calques sur ce que tu vois à la télé, ce que ta copine a fait pour perdre du poids et tout, ça peut juste créer de la frustration. Donc, moi, déjà, mon premier conseil que j'aime donner, c'est est-ce que tu te connais toi-même? Fais une analyse, prends-toi une semaine et essaie d'énumérer, OK, je suis plutôt du matin, j'ai plus d'énergie le matin, je ne bois pas assez d'eau parce que je n'aime peut-être pas le goût de l'eau, je ne mange pas assez de légumes parce que je ne sais pas quels légumes tout simplement j'aime. Et à force, au fur et à mesure, tu commences à intégrer petit à petit les habitudes. Ça ne sert à rien aussi de se dire, OK, à partir de demain, j'ai l'habitude de boire mon café avec 5 carreaux de sucre. À partir de demain, plus de sucre. Plus ça devient un café sans sucre, ça ne marchera pas. À la limite, tu pourras le faire sur une semaine, mais pas sur le long terme. Alors que ce dont ton corps a besoin, c'est de pouvoir l'habituer tout simplement à avoir ou à adopter des méthodes durables qui, dans le temps, te permettront d'avoir une hygiène de vie saine et voilà, sans frustration. Merci, merci Narmi. Avant de passer la parole à Juanita, il y a une question. Et la question, je pense qu'elle aura à répondre à cette question aussi pendant sa prise de parole. Que pensez-vous de la prise de sémaglutide pour perdre du poids? Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent que sémaglutide, c'est une hormone de la satiété, c'est comme coupe-faim. Alors, Juanita, dis-nous tout. Parce que je sais que c'est un sujet d'actualité, hein, sémaglutide, on en parle de plus en plus. Donc, c'est le moment de tout nous dire sur ce produit. Et aussi quelle est la prise en charge de l'obésité, voilà, selon. D'accord. Alors, moi, mon message est celui-ci. L'obésité, c'est une maladie chronique. En tant que maladie chronique, on ne peut pas prendre en charge l'obésité ni le surpoids seul dans son coin. Comme l'a dit plus tôt Dr Echoua, il faut que la prise en charge soit multidisciplinaire, en incluant un certain nombre de cliniciens et un accompagnement psychologique, des diètes et tout ce qui va avec, un coach de sport, etc., etc. Il faut quand même faire la nuance entre les obésités qui sont essentielles, donc l'obésité essentielle et l'obésité secondaire, pour qu'il y ait quand même une prise en charge beaucoup plus structurée. Quelqu'un qui a une obésité secondaire en rapport avec une hypercortisolémie, que ce soit de manière intrinsèque ou extrinsèque par la prise de cortisol, comme elle a dit, la prise en charge va être différente. On n'est pas dans le même canevas qu'une obésité qui serait plutôt essentielle. Une personne qui présente une obésité en rapport avec une hypothyroïdie, par exemple, sa prise en charge sera complètement différente. Dans un premier temps, il faut poser le diagnostic de l'obésité. Et pas seulement en se basant sur les IMC. Parce que la masse musculaire aussi peut faire monter l'IMC. Donc en tenant compte, bien sûr, oui, de l'IMC, mais également du tour de taille, du rapport tour de taille, tour de hanche. Et chez les enfants aussi, le périmètre brachial, le pli cutané, un certain nombre de paramètres qui sont mis à notre disposition pour poser le diagnostic. Une fois que ce diagnostic est fait, c'est-à-dire il faut faire le lit des maladies que cette personne a déjà et des comorbidités qui accompagnent l'obésité pour s'inscrire dans une prise en charge complètement holistique, c'est-à-dire prendre en charge l'obésité et ses complications et les comorbidités qui vont avec. Parce que finalement, le challenge de l'obésité n'est pas qu'esthétique.
mais c'est la morbimortalité in fine. Et cet aspect ne doit pas passer en sourdine versus le côté esthétique. Donc, bien sûr, la survenue de cancers, de maladies inflammatoires, les complications rhumatologiques qu'on connaît, le diabète, les hypertensions, la dépression, etc. Alors, comment perdre du poids? Parce que c'est ce qu'on veut, on veut des résultats. Je pense que Naomi l'a abordé plus tôt dans son propos. C'est vraiment manger bien, ça s'apprend. Voilà, nous on a appris ça à l'école aussi. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, l'alimentation est liée à un certain nombre de facteurs, dont les facteurs culturels. Et l'émotionnel compte beaucoup. Les petites bouillies de riz qu'on nous fait au lait quand on est petit, le petit riz à Zingo Queen du matin qu'on le prend comme ça tout le temps, ça fait partie des habitudes alimentaires. Et même quand on quitte Cotonou et quand on revient en vacances, on est nostalgique, on veut prendre ça le matin. Mais est-ce que c'est ce dont on a besoin le matin? Et après ça, quelle est la dépense énergétique? Moi, j'ai pour l'habitude de dire à mes patients qu'il y a un truc très simple. Vous vivez au village, d'accord? Vous devez marcher pour aller chercher de l'eau, vous cultivez votre champ, voilà, vous cuisinez avec le feu de bois, il faut aller chercher des fagots, s'occuper des enfants. Oui, vous pouvez manger du riz le matin si vous voulez et manger à Zingoku à midi parce que derrière, il y a une grosse dépense énergétique qui sollicite beaucoup de muscles. Voilà, sur le plan énergétique et un travail musculaire profond. Donc, vous allez dépenser. Voilà. Donc, c'est toujours l'équilibre entre ce qui rentre et ce qu'on dépense derrière sur un fond de métabolisme. Parce qu'on n'est pas tous égaux dans la génétique, malheureusement. Il y en a qui stockent plus, il y en a qui brûlent vite, et il y en a qui ont un métabolisme très lent. Alors, la difficulté dans nos régions aussi, c'est que nous, on a une double peine, la dénutrition et l'obésité. Parce qu'en même temps, nous sommes dans une région du monde où il y a des carences en micronutriments et en macronutriments, dans beaucoup de régions en Afrique. Et en même temps, une certaine population qui a des moyens un tout petit peu plus évolués, qui pense que bien manger, c'est des burgers, etc., etc. La question sur le fast-food était plutôt intéressante. Elle m'a fait penser à une dame, j'oublie son nom, en Côte d'Ivoire, qui a mis en place un fast-food, mais africain. Est-ce que ça nous renvoie à la problématique du fast-food? Est-ce que c'est que de la junk food, burger, machin, tout ça? Peut-être qu'il faudrait nuancer la question. Parce que cette dame, par exemple, elle a un restaurant qu'elle appelle fast-food, mais elle propose des plats, je sais pas, des sauces graines, des sauces un peu corsées, là, nos sauces très, très, très lourdes, mais qui sortent complètement après de la junk food comme on la définirait de manière occidentale. Donc, la question mérite d'être posée. Donc, pour revenir à comment perdre du poids, moi, je pense qu'il faut se faire accompagner par des professionnels de la santé, mais de manière basico-basique, c'est-à-dire connaître les besoins caloriques d'une femme d'un âge donné et d'un homme d'un âge donné, selon le genre. Voilà. Les besoins caloriques varient aussi selon que vous soyez en période d'adolescence, que vous soyez sportif, enceinte, ou etc., etc. Et partant de là, s'inscrire dans un léger déficit calorique, pas de régime restrictif. Parce que la conséquence du régime trop restrictif serait de ne pas tenir dans la durée. Avec l'effet yo-yo, un regain de poids, parce que le corps garde une mémoire. D'accord? Vous l'avez soumis à une restriction, votre corps garde une mémoire. Et qu'est-ce qu'il va faire du coup dès que vous allez recommencer à manger plus ou moins normalement? C'est stocker en prévision d'une période de diète à venir. D'accord? Donc, s'inscrire dans une attitude durable, qui veut dire associer systématiquement tous ces repas, 50% de l'assiette à des légumes. Les légumes, c'est pas les maïs doux, par exemple. C'est pas des légumes, ça. C'est pas des maïs doux. Mais les petits pois sont des maïs, sont des légumes. Donc, je veux dire, repartir sur une connaissance de ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. Dans la prise en charge du diabète, par exemple, et des personnes en obésité, les légumineuses sont bien. Donc, tout ce qui est haricots, etc., ont des glucides complexes, beaucoup de protéines, qui peuvent être bien inscrire dans une alimentation équilibrée tant qu'on ne l'associe pas avec une autre source de glucides. Par exemple, rajouter du gari dessus ou d'oïwe pain ou bien adowe gari, des choses comme ça. Là, ça vous booste. C'est très bon à la base. C'est culturel, c'est chez nous, ça, on aime ça.
Mais vraiment, c'est des trucs qui vous bousillent l'équilibre alimentaire et trop fort en apport énergétique, c'est pas nécessaire. Vous pouvez éclater et mettre le gari sur un repas et adorer sur un autre repas et le soir faire beaucoup plus léger. Il faut savoir aussi que le moment de la journée auquel on mange aussi pourra faire qu'on pourra stocker plus facilement qu'à un autre moment. Et ça devrait rentrer dans nos habitudes. Donc, ça, c'est pour ceux qui aident l'alimentation. Donc, pour moi, on ne peut pas maigrir seul dans son coin, tranquille comme ça, non. Parce que bien manger, ça s'apprend. Il faut s'entourer de professionnels de santé qui pourront vous, comment dire, vous transmettre des connaissances pour vous armer et progressivement, vous avez de l'autonomie pour composer vos repas à vous-même. Il ne s'agit pas de nourrir de la dépendance par rapport aux professionnels de santé, mais s'inscrire dans une attitude d'éducation thérapeutique jusqu'à ce que vous ayez la main vous-même, savoir composer une bonne assiette équilibrée et telle qu'il vous faut, avec la bonne source de protéines, en tenant compte de la quantité de protéines qu'il faut selon votre état de santé pour ne pas niquer vos reins, la bonne source de glucides, quel est le bon glucide pour vous, les glucides rapides, les glucides lents, avoir cette petite connaissance-là surtout et se faire plaisir notamment. Par exemple, moi je dis toujours ceci, manger des légumes, c'est pas que manger des laitues. Moi, j'aime beaucoup les salades, les feuilles de laitue, mais vous pouvez manger goma, chayo, amande vivert, en mettant pas d'huile rouge ou en mettant pas une tonne d'huile d'arachide, en faisant attention à comment qu'on met dedans ou tout ce qu'on charge. En faisant plus light, là, vous pouvez manger équilibré et manger de chez vous le matin. Si vous mangez fondement gnignan le matin, sans mettre trop d'huile, ben ça regarde qui? Ça reste équilibré. Et vous restez fidèle à votre poche, à votre ambiance culturelle et ce que vous aimez, etc. Après, à côté, il y a les activités physiques. Parce que oui, malheureusement, on est tous dans un mode de vie très sédentaire. Voilà, on monte dans nos voitures ou sur nos aimes, on est derrière nos écrans, dans nos métiers, on est assis, on bouge pas tant que ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire déjà, à moindre échelle, c'est bouger beaucoup. Faire le ménage, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher pour aller chercher son journal ou sa baguette de pain. Pour ceux qui sont en Occident, au lieu de prendre sa voiture, marcher ou prendre le bus, descendre et marcher, descendre une station ou deux plutôt, marcher plus. Et chez nous, marcher. Et, Sous le soleil. Pour ceux qui aiment le soleil, oui, moi j'aime pas le soleil, donc marcher plutôt. Pour ceux qui s'en foutent, oui, il y en a que ça gêne pas du tout. Moi j'aime pas marcher sous le soleil, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc si je m'inscris dans une activité qui va être régulière, je suis du matin, je vais plutôt me lever à 6h ou 6h30 ou le faire ou marcher sur mon tapis à la maison. Mais si je vais sortir, ça va être beaucoup plus tôt ou plus tard dans la journée. Donc ça rejoint ce qu'elle dit Naomi, c'est se connaître, mais s'obliger à bouger et faire ce qu'on aime comme activité physique pour ne pas décrocher. En tenant compte aussi de son poids, parce que quand on est en obésité, il faut faire attention aux articulations, les genoux, les chevilles, etc. On va pas courir, hein, on va pas faire ça. On peut préférer des activités qui vont faire que le poids global du corps va être moins impactant, c'est-à-dire aquabiking, nager, etc. Donc les articulations sont moins sollicitées. Donc ça veut dire vraiment qu'il faut se faire accompagner par des professionnels pour faire les bons choix. Revenons au point des médicaments. Dans certains cas, en échec, quand on est dans une situation d'échec, pour toutes ces mesures dont on a parlé, chez ces patients qui en plus ont le diabète, oui, on peut utiliser certaines molécules, dont les analogues de GLP-1. Maintenant, le dosage d'utilisation des analogues de GLP-1 pour ceux qui ont du diabète est très différent de ceux qui est utilisé dans le cadre de l'obésité. Je ne veux pas donner de nom commercial, hein. Ce serait encourager les gens à aller acheter des choses, non. Donc je vais rester quand même sur des non scientifiques. Donc que ce soit le liraglutide ou le sémaglutide jusque-là est utilisé quand même chez les diabétiques. Et moi, je déconseillerais de détourner l'usage parce qu'il y a quand même un effet hypoglycémien, de nombreux troubles gastro-intestinaux qui vont avec, dont certains qui peuvent être très, très graves. En dehors des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, la diarrhée que vous pouvez avoir, mais vous pouvez faire une pancréatite. La pancréatite, ça tue, hein, les amis. C'est très, très grave. On peut se retrouver en réanimation pour ça. Vous pouvez avoir une gastroparésie
très, très importante. D'ailleurs, j'ai lu l'histoire d'une dame qui rapportait ce problème-là après l'utilisation d'un certain médicament dont on nous a parlé tout de suite, mais une énorme gastroparésie. Parce que finalement, comment ça marche ce médicament? Ben, ça entraîne un ralentissement de la vidange de l'estomac dans un premier temps et ça stimule le GLP-1 dépendamment du glucose et ce qui fait que le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, sera tassé. Mais par ailleurs, on stimule l'insuline. C'est vrai que ces médicaments n'occasionnent pas beaucoup d'hypoglycémie, mais il y en a quand même. Donc, il faut faire très, très, très attention. Parce qu'il y a la pancréatite dont on a parlé, les gastroparésies, les occlusions intestinales qui vont avec, et des retentissements psychologiques. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère, hein, quand même. Hein. Maintenant, en dehors de ces maglutides, il y a le liraglutide aussi, qui, à partir de 3 mg, est utilisé dans un contexte d'obésité pour la perte de poids. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas assez de recul dans le temps pour savoir si l'utilisation du liraglutide dans le cadre de l'obésité ne s'accompagnerait pas d'un certain nombre de complications parce que c'est des médicaments qui sont vraiment, vraiment récents. Il n'y a pas encore d'études suffisamment solides dans ce sens pour vous dire que, attention, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, le retentissement de ce médicament dans la prise en charge de l'obésité ou les complications qui accompagnent l'obésité, il n'y a pas d'études dans ce sens-là qui disent qu'il y a une innocuité. Donc, encore une fois, ne détournez pas l'usage de ces médicaments. Faites-vous accompagner par des professionnels de la santé qui vont poser les indications, suivre les effets secondaires, pouvoir les anticiper ou les prendre en charge. Voilà ce que je peux en dire. Parallèlement, attention à tous les médicaments, les autres qui sont détournés, les diurétiques. Vous allez juste perdre du sodium et de l'eau. My fave doc est là, je lui fais un petit coucou. Donc, vous allez juste perdre du sodium et perdre de l'eau. Vous pensez que vous maigrissez, mais vous vous déshydratez. C'est pas une bonne idée. Les personnes qui mettent les laxatifs, vraiment, docteur Ismaël le sait, c'est pas une bonne façon de... Vraiment, c'est pas une bonne façon de... Il y en a même qui utilisent les hormones thyroïdiennes. On va faire le tour de ces des hormones thyroïdiennes pour être en hyperthyroïdie, pour maigrir, non, attention, hein, voilà. Donc on va faire le tour de ces produits miracles, ces insolites qui représentent un danger, il faut le dire, je pense qu'il ne faut pas mâcher ces mots, qui représentent un danger pour les patients ou pour toutes les personnes qui consomment ces produits. Tu as parlé des thyroïdiques. Chez des patients, bien sûr, qui n'ont pas de problème, nous aurons peut-être la néphro. Les docteurs, là, vous utilisez des gros mots. C'est quoi les diurétiques? Ah, c'est des médicaments qui font pisser. Voilà, c'est ça qui font du sodium, du sel, et puis voilà. Les médicaments, les tisanes qui font faire beaucoup pipi, beaucoup caca. Vous allez prendre ça, vous allez éliminer les vitamines, l'eau, les ions, tout ce dont votre corps a vraiment besoin, et la graisse va rester. Donc, vous allez être des os et de la graisse ambulante. Vous allez être moche. Beaucoup de carences. Et avec beaucoup de carences. Même d'ailleurs. Tu voulais compléter les insolites. Yehousha. Moi, je connais pas beaucoup. Donc, j'ai déjà dit ce que je connais. C'est vraiment tes Catherine. Je connais, oui, parce que j'ai vu des grandes sœurs utiliser ça. Donc, je sais moi, que j'ai utilisé. Même moi, j'ai utilisé. Raconte-nous. Non, je te dis. Non, enfin, je ne sais pas. Ça fait vraiment longtemps. Ça m'a fait genre 10 ans. Je me rappelle que j'ai utilisé. Non, c'est pas simple, hein, ce truc-là. Alors, dis-nous tout. Non, mais en fait, quand tu le prends, en même temps, tu ne ressens pas. C'est vraiment un thé classique. Tu fais de l'eau, tu le mets dans une tasse et tout. Et tu bois. Et tu ressens les effets. Allez, j'ai envie de dire 2-3 heures après, tu commences à avoir mal au ventre. En fait, tu commences juste à avoir mal au ventre. Et après, c'est les allers-retours aux toilettes. Hein. Et tu es censé prendre ça, je pense, 3 fois dans la journée, matin, midi, soir, un truc comme ça, mais c'est un truc de malade. Tu as pris ça pendant combien de temps? Non, une seule fois, c'était largement suffisant pour que j'ai eu l'impression que tous mes intestins allaient sortir. En fait, ce que je vous dis, je pense vraiment que
chaque personne réagit différemment. Mais moi, c'était juste un seul sachet. Non, je connaissais des cousines qui se prenaient la boîte, en fait. Tous C'est là que tu les te rends. jours. En fait, tu es censé prendre ça, je pense, la boîte doit te faire 1 mois. Le paquet, il te fait 1 mois. Et puis, à la pharmacie, ça coûte rien. Je crois que ça coûte 1000 francs ou un truc comme ça. Mais vraiment, ça coûte que dalle, quoi. Tu es censé prendre ça du matin, midi, soir, 3 fois. Non, non, c'est dangereux. En fait, ça, littéralement, tu vas mourir de déshydraté. Parce que quand tu vas aux toilettes, tu entends juste de l'eau, en fait. Tu as l'impression que tu te vides d'eau. Non, ne rien pas, c'est dangereux. Tu as l'impression que tu te vides d'eau. Littéralement, tu as Tu as mal au perdu combien ventre. de kilos? Non, ça, tu perds tout une fois. C'est même pas des kilos. Tu perds de l'eau, tu fonds, tu n'as même plus d'énergie. Tu ne peux pas manger. Ça fait Non, peur. Hein. non, Ah non, ça fait ça peur. fait peur. Ça fait C'est vraiment dangereux parce peur. que Et, vous mais, perdez du les potassium brûles avec graisses, toutes les les brûles graisses complications qu'on qui vend vont à la avec. pharmacie, est-ce que c'est plus safe? Je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais je me dis que ça va forcément être de la même composition. C'est des trucs qui te font aller à la selle où tu as l'impression que tu te vides. Et oui, tu te sens forcément plus léger, plus légère, mais qu'est-ce que tu vides, quoi? En Ah fait, oui. c'est ça le point, c'est qu'est-ce que tu vides? Et en La feuille de séné, fait, ça c'est marche quelque pas. chose. Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, je me rappelle, je reviens rapidement, graines de lin, fenugrec, graines de chia, brûle graisse. Je cite seulement ce qui me vient en tête. Il y avait un autre truc que j'ai lu quelque part que les gens utilisent. Voilà, le citron. Le citron tous les matins Oui, avant de commencer la journée. C'est des mythes. Et si vous regardez bien sur les sites ou sur les boîtes ou les gens qui les commercialisent, les gens sérieux qui commercialisent, ils vous disent que il c'est faut toujours associé à une accompagner à alimentation une saine alimentation saine. et équilibrée. Ça veut dire que si vous mangez n'importe comment et que Non, vous ça ne va pas prenez, je sais marcher. pas, des graines de lin ou des graines de chia en plus, ça servira à rien. C'est ça. Ça sert absolument à rien. Donc, en fin de compte, il vaut mieux faire attention à ce qu'on mange. Et je voulais aussi rajouter, excuse-moi, Joanita, c'est que par rapport au semaglutide, tu as très, très bien dit, les effets secondaires sont vraiment dangereux. En tout cas, à l'instant, et on ne connaît pas encore les autres. Et en plus, les études ont prouvé que ceux qui arrêtent le traitement, ils reprennent automatiquement du poids. Donc, on n'a pas encore la preuve que on peut l'utiliser pendant une période et s'arrêter. Pour l'instant, les études ont montré que même si on utilise ces médicaments-là, il faut les utiliser à vie. Donc, si vous voulez perdre du poids, est-ce que vous êtes prêt à commencer un traitement que vous allez devoir poursuivre tout le reste de votre vie? Il faut vraiment y penser avant de s'engager dans ces choses-là. Tout à fait. Ces médicaments sont très dangereux, surtout si vous n'êtes pas diabétique. Ouais. Et pas assez de recul. C'est vrai qu'on en parle. Enfin, il y a beaucoup d'études, mais on n'a pas assez de recul sur ces produits et sur la sécurité aussi, parce qu'il y a même des cas de cancer de la thyroïde qui ont été rapportés suite à la consommation de. Oui. Et déjà, ce sont des produits qui coûtent très cher, et qui sont remboursés en Europe, qui sont remboursés dans un cadre bien limité, c'est-à-dire chez des patients diabétiques ou qui sont pas sur prescription médicale, donc c'est pas remboursé spontanément, donc, et prescrit par les oncologues, pas n'importe quel médecin. Donc, quand même, c'est des produits assez bien protégés pour le moment, parce que les spécialistes aussi, ils disent qu'on n'a pas assez de recul, et même les effets secondaires sont assez violents, et même à de faibles doses. Donc, attention, ne vous amusez pas avec ces produits. Et Docteur Pamela disait tout à l'heure, malheureusement, on trouve de plus en plus facilement des tisanes et autres potions magiques pour maigrir sur TikTok avec des publicités agressives. Je suis totalement d'accord. En fait, c'est que les publicités sont tellement agressives que toi-même, tu doutes, quoi. Oui, parce que les gens veulent maigrir à tout prix. En fait. Je voudrais nuancer un petit truc, deux choses vite fait, si vous me permettez. En fait, le détournement de ces médicaments-là, finalement, mettre les médicaments en tension. Ce qui fait que les patients, les vrais malades qui en ont besoin, ont du mal à s'en procurer. Et c'est pas dieu parce que les gens peuvent perdre leur vie derrière. C'est quelque chose d'assez grave.
Pour ce qui est de l'Ozempic en question, en fait, pour les doses faibles liées à la prise en charge du diabète, le sémaglutide, bon, quelqu'un l'a marqué tout à l'heure, hein, le sémaglutide, pour ce qui est de la perte, de la prise en charge du diabète, il y a un peu de recul à cette dose-là pour le diabète. Mais par contre, les fortes doses de liraglutide qu'on met pour la prise en charge de l'obésité, par contre, c'est à ce niveau que ça manque de recul. Il faut nuancer un peu. Alors, derrière moi, je ne vais pas forcément complètement rejeter les graines de lin et les graines de chia. Parce que si ça s'inscrit dans une démarche de manger équilibré, il y a un effet mécanique qui se produit, puisque si ça gonfle derrière, ça peut faire un petit effet mécanique coupe-faim, et même psychologique, ça peut rester plutôt intéressant. Parce que pourquoi aussi, parallèlement, les gens reprennent du poids quand ils prennent ces médicaments-là qui jouent sur le métabolisme du glucide et également sur l'appétit? C'est que derrière, ils n'ont pas changé les habitudes de vie. Alimentaire. C'est ça. C'est ça. Parce que il faut aller au fond des choses. Si les habitudes alimentaires sont vraiment changées, on change le mode de vie, on adopte de nouveaux comportements et une nouvelle manière de vivre et de manger. Oui, ça va s'inscrire dans la durée. Mais si on s'appuie sur des choses un peu, on va pas dire factices, mais un peu, c'est finalement ça, des béquilles. Dès que la béquille elle est pas là, ben on revient à son état initial. Exactement. Avec la frustration. Et on s'inscrit dans un cycle infini de troubles du comportement alimentaire, avec du stress, de l'anxiété, de la dépression et une image négative de soi et de son corps. Et c'est pas très, très bien. Et des carences aussi à un niveau donné, c'est vraiment complexe, quoi. Alors, nous allons prendre Dr Pamela pour quelques minutes avant de poursuivre. Naomi, à tout à l'heure. Alors, docteur Pamela, si tu es avec nous, voilà, je t'ai envoyé l'invitation. Docteur Ismaël, il y a des questions qu'on a oubliées. Alors, je remonte complètement au début. Oui, vas-y. Est-ce que le fait d'avoir des myofibrilles est aussi une raison d'un surpoids et la perte de poids dans ce cas est-elle possible? Myofibrilles. Je pense que vous voulez dire des fibromes, voilà, des fibromes. Est-ce que c'est une raison d'un surpoids et la perte de poids dans ce cas est-elle possible? C'est pour moi ou c'est pour qui répond? Ben, je pense que c'est pour nous trois. Ben, allez-y au hasard alors. Moi, je ne suis pas gynéco, mais les fibromes, non, c'est pas une cause de prise de poids. Par contre, les pilules, parce qu'il y a souvent des gynécos qui prescrivent des hormones contraceptives pour réguler soit la croissance ou les symptômes liés à ces fibromes. Et ça, par contre, oui, ça peut avoir un effet sur le poids. Et donc, comme Solène l'avait dit tout à l'heure, quand on vous met un traitement, si votre médecin ne vous en parle pas de manière spontanée, soit vous vous documentez, soit vous demandez, donc, est-ce que ce médicament-là peut avoir des effets secondaires? Et on sait que les hormones contraceptives peuvent avoir un effet sur la prise de poids. Donc, pour répondre à cette question, c'est ça. Et c'est pareil pour le SOPK aussi. Quelqu'un avait posé une question dessus. Voilà. Et est-ce que l'eau glacée fait prendre du poids? Non. Non. Voilà. L'eau, c'est l'eau. Il y a beaucoup de mythes. Il y a beaucoup de mythes quand même, finalement. L'eau, c'est l'eau. Ouais. Après, pour compléter un peu ce que disait Dr Yeshua, en fait, si vous avez des myomes ou des fibromes, bien sûr, ça peut faire augmenter le périmètre abdominal. Mais après, c'est pour faire la nuance entre l'adiposité, c'est que si vous allez prendre le tour de taille, on le prend à quel niveau? On le prend au point médian qui se situe entre la crête iliaque supérieure et la base inférieure de la dernière côte. Comment dire ça en français simple? Dans le plan horizontal. Donc, quelque part à mi-chemin entre crête iliaque et Ismaël. À base de quelque part au milieu du ventre, le médecin sait là où on prend. C'est à ce moment qu'on va mesurer votre tour de taille, on va savoir si c'est de l'adiposité. Donc tout ce que vous avez au niveau pelvien, des masses qui vont faire grossir le ventre et tout ça, le diagnostic peut être assez facile. Donc non à la question, hein. Voilà.
Pamela, bonsoir. Pamela, tu nous entends? Mais on ne t'entend pas. Oupsie. Ah, Oui, ah, là, c'est bon. là c'est Là, super. là, c'est bon. Bonsoir Bonsoir, à Pamela. toutes et à tous. Salut. Merci d'être avec nous. Tu vas te présenter et puis voilà. Oui, alors je m'appelle Pamela Nitcheux, je suis médecin néphrologue, donc non pas spécialisée en nerfs, comme son nom l'indique, mais spécialisée en maladies des reins et en dialyse. Et, donc je suis au Sénégal, je travaille au Sénégal dans un hôpital de la place où je suis responsable d'un centre de dialyse. Très Voilà. bien. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté jouer le jeu. Ça n'a pas été facile de faire sortir de ton sous-marinage. Tu n'avais pas trop le choix. Alors, on a parlé des méthodes pour maigrir, des tisanes. Tu as évoqué tout à l'heure les tisanes, les potions magiques sur TikTok et Oui, autres, avec oui. des effets agressifs. Parle-moi un peu de ces produits et surtout de l'impact de ces produits sur les reins, ces organes que tu protèges tant, parce que justement tu es dans une unité de dialyse et on sait que la maladie rénale chronique finit en dialyse. Très souvent, malheureusement. Enfin, en tout cas, en dialyse ou en transplantation rénale. Mais bon, voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les échanges qu'il y a eu. Je salue au passage toutes les intervenants, docteur David et docteur Joanita, c'est ça? C'est bien exact. cela, merci. Voilà, bon, Et les internistes, nos médecins préférés, voilà, qui avaient vraiment un œil global sur cette question de l'obésité et secondairement la question de maigrir et à quel prix est-ce qu'il faut essayer de maigrir. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est complexe. L'obésité ou le surpoids, ça dépend de comment on veut prendre les choses, mais l'un et l'autre, finalement, voilà, se retrouvent quelque part et ça donne le même résultat, en tout cas sur le plan psychologique, émotionnel et puis sur le plan de la santé publique d'une façon générale. Et donc, on essaye toutes et tous, parce qu'il n'y a pas que les toutes, tous, toutes et toutes, de trouver des solutions à ce surpoids et à cette obésité, et en oubliant donc effectivement qu'il faut y aller sur la durée, il faut prendre le temps de bien le faire, et souvent on est pressé, comme disait la diététicienne tout à l'heure, il y a des tisanes, il y a des médicaments qui font pisser. Alors, effectivement, comme a dit docteur David, on ne pisse pas seulement, enfin, on pense qu'on pisse de la graisse, on pense qu'on pisse du poids, alors qu'en fait, on pisse de l'eau et puis des ions, quoi. Et effectivement, ça a des effets délétères graves sur le rein. Docteur Juanita a parlé tout à l'heure des protéines, des aliments qui sont très riches en protéines, qui sont toxiques déjà pour le rein. Et donc, après, derrière, les carences aussi sont néfastes pour le rein, parce que dans les régimes, c'est vrai qu'il y a différents types de régimes. Il y a des régimes, je pense, hyperprotéinés pour maigrir. Les cétogènes, ça s'appelle. Voilà. Il y a, donc ceux-là, évidemment, vont mettre un bon coup de pression au niveau des reins. Et si tu fais, voilà, au moindre petit quoi que ça casse, hein, tu vas te retrouver, voilà, de l'autre côté de la balance en essayant de maigrir avec, tu te retrouves avec une maladie des reins. Il y a également des régimes qui, eux, vont essayer plutôt d'être pauvres en plein de choses, notamment en glucides. Et donc, du coup, quand on va faire un régime pauvre en glucides, on va souvent manger moins de fruits, moins de certains légumes. Et ces légumes et ces fruits viennent avec du sucre, de l'eau. On va se retrouver déshydraté. On va faire des calculs. Les calculs rénaux, c'est des petites pierres qu'on a dans les reins et qui vont boucher donc le rein, ou en tout cas l'écoulement des
et créer une maladie prend des médicaments pour uriner, des tisanes pour uriner, rapidement on se retrouve en déshydratation. Rapidement on se retrouve avec des carences en ions, en électrolytes, en minéraux qui vont aller être le lit d'autres maladies auxquelles on n'avait pas pensé au moment où on commençait ces régimes-là. Donc c'est vraiment important de s'armer, et de se faire accompagner. Alors moi aussi, j'ai bien aimé le terme d'éducation thérapeutique pour le patient qui est revenu plusieurs fois. J'aime bien cette notion-là parce que nous, les agents de santé, nous sommes des accompagnants. Le médecin, l'infirmier, le diététicien, la sage-femme, l'infirmière, tout ce qu'on veut, ce sont des gens qui sont là pour accompagner le patient, pour lui donner des outils, pour trouver des solutions en réalité. Mais personne ne va faire ces solutions-là à la place du patient. Le médecin va vous dire, allez, je vous prescris ça, la diététicienne va dire, je vous recommande ça, mais ensuite, on vous laisse avec vous-même. Et donc, le patient doit être, ou en tout cas, la personne qui veut m'écrire doit être au centre vraiment de l'affaire et doit être la personne la plus concernée et qui doit être proactive dans la recherche de solutions durables pour perdre du poids et pas perdre du poids en 1 semaine ou 2 semaines parce que je sais pas moi, je dois rentrer dans ma robe de mariage, je serai tout l'honneur, j'ai un baptême, voilà. Je vais à la plage, c'est l'été. C'est ça. Body summer. Summer body, je sais plus quoi. Donc, effectivement, le rein se retrouve souvent, très souvent d'ailleurs, dans la terre. Il y a également les tisanes dont on a parlé, qui ont le vent en poupe. Et comme je le disais, sur le réseau social d'à côté, les publicités sont agressives, d'autant plus qu'il n'y a aucune législation pour mettre un frein à cela. Et je le dis entre parenthèses, c'est dommage qu'on ne permette pas aux professionnels de la santé de s'exprimer sur cette question-là, parce que nous, on n'a pas le droit de nous exprimer en public de la même façon que le font. Eux, on les laisse dire qu'ils peuvent vous faire perdre 10 kilos en 1 semaine, entre autres choses, parce que évidemment, ils soignent le diabète, évidemment, ils soignent la colopathie, évidemment, ils soignent la pause, l'hypertension, surtout, les hémorroïdes. Voilà. Et cette tisane-là, aujourd'hui, en tout cas, cette potion, ces racines, ces feuilles qu'on doit infuser. Je crois qu'on l'a perdu. Hein. Ah ben. J'ai oublié de couper ma ligne téléphonique. Donc, toutes ces racines, ces feuilles, ces écorces, on les appelle classiquement de la phytothérapie, mais vraiment dans un sens négatif. Parce qu'il y a de la bonne phytothérapie, il faut le reconnaître. Hein. Mais ici, on parle de tout ce qui n'a pas fait l'objet de tests, d'évaluation, de contrôle, tout ça. Donc, toute cette phytothérapie-là est responsable d'une bonne, très grosse partie. Oui. Donc, tous ces médicaments, c'est pas des médicaments, toutes ces potions sont responsables de beaucoup de maladies des reins qui vont conduire donc plus tard à une insuffisance rénale et plus tard encore à la dialyse ou à la transplantation, ça dépend des cas. Mais il faut quand même nuancer sur le fait que ces maladies existent. On ne les sent pas parce que ça ne fait pas mal. Un rein, classiquement, ça ne fait pas mal. Donc, je vais prendre un truc, ça va me faire uriner, je vais perdre du poids, je serai contente, donc je vais enchaîner. Aujourd'hui, j'ai besoin de perdre 2 kilos, je le prends 1 semaine. Dans 1 mois, j'ai
besoin de perdre 3 kilos parce qu'il y a le phénomène yo-yo, je le reprends dans le mois d'après. Et puis, au fil du temps, je vais développer des agressions rénales qui vont s'accumuler les unes les autres. Ça va faire de l'inflammation le plus souvent. Et ces inflammations vont se traduire ensuite par des lésions, de vraies lésions au niveau des reins. Et puis l'insuffisance rénale finira par s'installer. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique qu'il faut essayer de prendre en charge en tant que tel. Ce n'est pas, et je remercie Ismaël d'ailleurs, parce que ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire du diététicien, ce n'est pas l'affaire du médecin spécialiste en endocrino, ou seulement du diabéto, ou seulement du néphro. Maintenant, c'est l'affaire de, voilà, c'est pluridisciplinaire et c'est important que les personnes qui nous écoutent ou qui écouteront en replay sachent que il faut commencer quelque part. Peut-être qu'on va commencer chez le gastro, peut-être chez la pédiatre, peut-être qu'on va commencer chez le diététicien, peut-être ce sera à la salle de sport. Mais il faut commencer quelque part et ensuite se faire guider jusqu'à trouver des solutions durables. J'ai une question, docteur Pamela. Est-ce que tu as souvent rencontré des gens qui n'avaient aucun problème rénal, qui ont pris des tisanes, des médicaments, coupe-faim ou je ne sais pas trop quoi, et qui se sont retrouvés dans un centre de dialyse seulement après avoir consommé ce genre de produits? La réponse est facile, c'est oui. Bon. C'est facile, malheureusement. Les gens, alors, vous avez entendu? Augmente un peu le volume, Pamela. malheureusement, dans notre pratique quotidienne, mais vraiment quotidienne, on a beaucoup d'insuffisances rénales qui surviennent à la suite de médicaments, de faits de racines, faits de plantes, faits de feuilles, qui ont été prises, il faut le dire, pour diverses raisons. Alors, pas toujours pour maigrir, hein, mais ce sont des racines des plantes qu'on prend parfois parce que le mari veut prendre une coépouse et tout, parce que, ou bien parce qu'on a un diabète et qu'on a trouvé un charlatan qui nous dit que c'est son médicament, c'est sa potion-là, sa bouteille-là qu'il vend à je ne sais pas combien, qui est la solution. Et quand ça marche sur le plan psychologique, ce qui a cet aspect-là, il y a un vrai effet, j'ai envie de dire, un vrai baume au cœur que ça apporte sur le plan psychologique. Immédiatement, les patients se sentent bien. Vous savez, un patient, une personne, même pas qu'un patient, une personne, quand elle a un problème, si vous l'écoutez, vous avez réglé 50% de son problème. Et eux, ils écoutent. Et donc, les médecins, on n'écoute pas. J'ai pas dit ça. Mais ils écoutent. Et souvent, voilà, ça marche mieux sur le plan psychologique. Et puis, les dégâts rénaux sont silencieux. Les dégâts rénaux sont silencieux. La maladie rénale, c'est une maladie très souvent qui n'a pas de symptômes au début. Et quand les symptômes apparaissent, souvent, c'est une maladie qui est déjà avancée. Mais sinon, le rein, il ne s'exprime pas beaucoup au début. Et comme, voilà, on ne sent rien, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous. Et puis, pour la petite histoire aussi, il y a une maladie des reins assez typique qui a été décrite déjà il y a 30 ans, qui était appelée la néphropathie des herbes chinoises, parce que c'est une pathologie qui a été découverte dans un contexte d'utilisation d'herbes, notamment pour maigrir, de thé, donc utilisé sous forme de tisane, d'infusion. Et donc, quand ça a été découvert, il y a 30 ans, on l'avait appelé la néphropathie aux herbes chinoises, mais après, le terme a évolué, ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Mais ces herbes-là, ce sont les mêmes herbes qui sont utilisées dans de nombreuses tisanes, dans de nombreuses infusions qu'on propose donc pour perdre du poids.
Et donc, c'est une maladie vraiment directement liée avec des preuves scientifiques qui mettent donc une relation de cause à effet entre ces tisanes-là pour maigrir et une maladie des reins qui va aboutir à une insuffisance rénale. Et dans le cas particulier de cette pathologie, d'ailleurs, on peut même avoir des cancers. Ça fait peur. Tout ça pour maigrir. Tout ça Donc finalement, ça vaut pas le coup, hein. Il vaut Ça mieux vaut pas la s'entourer peine. de praticiens chevronnés pour une approche personnalisée, un accompagnement dans le temps, et tout est carré. Je pense tout à fait. que c'est ce qui revient, hein, approche pluridisciplinaire. Oui. Déjà, un bilan déjà de base. Un bilan de base, donc ça permettra de savoir est-ce qu'il y a d'éventuelles causes secondaires ou autres. Et la façon aussi d'approche, enfin l'approche du patient, donc une prise en charge personnalisée, incluant effectivement tous ces spécialistes-là pour aboutir à un meilleur résultat. Et surtout que la personne impliquée soit au cœur, c'est-à-dire s'y mettre pour avoir un résultat durable. C'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre pour 2 semaines et puis porter la robe et puis après, 3 mois après, que l'autre. Le yo-yo, là, je pense qu'on le voit très, très bien chez les personnes, effectivement, qui font des régimes pour un événement. Ça marche. Ça marche. Sauf que le mois qui suit, que j'avais perdu, Ouais. mon corps, dès que je me remets à manger, il se presse de stocker parce qu'il a peur que tout reparte un de ces jours qui sera à nouveau privé. Et donc, oui, c'est important de se faire accompagner parce que c'est l'occasion aussi de faire un petit bilan de santé, je pense. C'est l'occasion également. Si vous êtes, comme a dit Dr. Juanita, dans une situation où vous pensez que vous ne vous sentez plus bien dans votre peau, vos vêtements préférés ne vous vont plus, vous n'aimez plus votre image dans la glace, il suffit pas de dire, bon, allez, j'arrête le pain, j'arrête le sucre blanc et le riz, et puis ça va aller. Il faut consulter et puis le médecin va, comme elle l'a dit, hein, faire la part des choses entre une prise de poids qui est peut-être liée à un événement psychologique ou à une maladie secondaire ou à autre chose. C'est le lieu, c'est vraiment le bon moment pour faire un petit bilan, histoire, parce qu'on n'a pas toujours ça dans notre culture, hein, d'aller consulter, d'aller faire un petit check-up tous les 2 ans, disons, je ne vais même pas dire tous les ans, tous les 2 ans. On n'a pas ça dans notre culture, mais c'est l'occasion. Tous les ans. On est tous les ans. on n'est pas dans un environnement toujours favorable à ça, du fait qu'il y a des implications financières quand même énormes et que souvent il y a d'autres priorités sur le coup, mais dans cette démarche-là, c'est toujours l'occasion d'aller consulter, peu importe le médecin, le généraliste, la diététicienne, n'importe qui, peu importe la personne qu'on va voir, de faire le point sur 2-3 petites choses. Même dans les salles de sport qui se respectent, on vous demande une consultation médicale. Est-ce que, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, même qu'il y a certaines sociétés savantes qui redéfinissent même les cut-offs par rapport aux IMC, quant à ce qui est le surpoids, quant à ce qui est l'obésité stade 1, stade 2, en mettant maintenant en place des seuils de déclenchement. Et à partir de ces seuils de déclenchement, ils catégorisent des risques modérés, des risques accrus, bien avant qu'on arrive au stade maintenant du surpoids et de l'obésité. Parce qu'il y a des choses qui se font à bas bruit, hein, comme tu viens de le dire, en créant un état d'inflammation mini-inflammatoire là et qui fait le lit à beaucoup de maladies. Effectivement, oui. Oui, parce que l'obésité en elle-même a ses problèmes. Oui. Donc, oui, il faut régler ça. Mais sinon, de régler ça, il ne faut pas basculer de l'autre côté, quoi. Tout à fait. Merci Pamela. S'il y a des questions pour Pamela, on les prend ou non?
Euh, mot de fin, Pamela, et puis je vais te laisser retourner Au, au à sous-marinage, ton hein. sous-marinage. Oui, non, mais c'est pour dire que c'est un sujet d'actualité. Parce que je pense que même les personnes qui ont un IMC à 25, si vous leur posez la question, elles vont vous dire qu'elles ont encore 2 kilos à perdre. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité et j'aimerais terminer en tout cas sur l'importance de l'aspect psychologique et émotionnel dans cette question de maigrir. Parce que euh, il y a des gens qui vont avoir un IMC à 30 et être très bien dans leur peau. Très bien dans leur peau, être sportif. On peut très bien aussi. Là aussi, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre je suis en surpoids ou je suis en obésité, je ne suis pas sportif, machin. Non, il y a des gens qui vont être 30 IMC sportifs, il y en a qui vont être à 25, 24, qui vont te dire j'ai encore 2 kilos à perdre. Il y a vraiment une composante bien-être psychologique qu'il faut intégrer. Et si on part de ce principe-là, on recherche un bien-être global, évidemment, on va se tourner vers quelqu'un qui peut nous aider et qui peut nous aider pas tout seul dans le coin parce qu'on ne peut pas aider une personne. Moi, en tout cas, je considère que vous vivez dans une communauté, vous vivez dans une famille, il faut changer les habitudes alimentaires de la famille, pas d'une personne. Parce que si je change les habitudes alimentaires d'une seule personne, je n'ai rien réglé. Cette personne va peut-être régler son problème, mais la chaîne, le cycle, le cercle va se perpétuer. Et donc, il faut essayer de régler les habitudes alimentaires de la famille, ou en tout cas du milieu dans lequel la personne vit. Et en réglant ce problème dans sa globalité, certainement, on pourra obtenir un meilleur résultat, un meilleur résultat sur le plan personnel, mais également un impact positif également de l'environnement direct. Merci Pamela. Avant que tu ne partes, une dernière question. Est-ce que c'est possible de prendre quand même des infusions ou thé, pas forcément amaigrissant, ou est-ce qu'il y a une limite à ce niveau également? Alors, l'infusion, c'est un principe chimique, hein, physico-chimique. Donc, les infusions en soi ne posent pas problème. Ce qui pose problème, c'est le contenu du sachet qu'on infuse. L'infusion en elle-même ne pose pas problème. Il y a des plantes qui ont fait leurs preuves, que ce soit dans le traitement, par exemple, de la migraine, que ce soit dans le traitement des douleurs chroniques particulièrement. Donc, il y a des plantes qui ont fait leurs preuves. Et ces plantes-là, on ne va pas dire de ne pas les prendre. Mais comme pour toute chose, il faut y aller avec modération. C'est pas parce qu'on vous dit, je sais pas quel exemple, je vais prendre la verveine. Voilà, c'est une plante qui a des vertus calmantes, apaisantes, que vous allez en prendre matin, midi, soir et ne pas et espérer en tout cas que c'est ça qui va vous calmer parce que vous avez des problèmes au boulot. Non, dans toute chose, il faut rester raisonnable. La verveine a des vertus calmantes, apaisantes. Je prends l'exemple de la verveine, il y en a d'autres, mais elle doit être prise dans un certain contexte. Je vais la prendre au calme en fin de journée parce que voilà, je suis en train, ou après mon repas avant ma sieste, je suis en train de vouloir me calmer pour m'endormir et ainsi de suite. Mais dire que non, je prends ça pour traiter mes crises de colère parce que ces temps-ci, je suis trop en colère. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc là aussi, toujours à consommer avec modération. Et puis quand on a des symptômes, ne pas hésiter à se rapprocher d'un spécialiste. Merci beaucoup Pamela. Ça a été un plaisir de te recevoir, d'échanger avec toi, en compagnie des dames, des autres. Donc, je te dis à très bientôt. Je vais encore te faire sortir de ton sous-marinage.
Merci et je te souhaite une très bonne soirée. Tu Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. À À bientôt. bientôt. Il y a Naomi qui va venir. C'est vrai qu'en toute chose, il faut rester modéré, hein. Même la citronnelle, quand on en abuse, ça a un fort effet diurétique. Donc, tout ça Le revient bicep encore à la aussi. personnalité. Il y a des personnalités qui sont très addictives, qui ont du mal à rester équilibrées. Donc, finalement, c'est le mot d'ordre. Réussir à rester modéré en faisant les choses. Et en cas de doute, se renseigner et prendre un avis des professionnels, c'est le message principal. Très bien. Alors, Naomi, de retour. Je pense qu'on a fait quoi? Une heure et demie de live. Je pense qu'on Oui. va, Oui. et on va fermer la session. Je vous laisse. Naomi, tu viens d'arriver. Mot de fin. Dernier tour de table. Dernier tour de table et puis on va fermer la session pour la première partie. Ok. Mot de fin, j'ai envie de dire que pour justement pallier à tout ça, à tout ce qu'on vient de dire, et au-delà du fait que il faut maigrir, il faut se sentir bien, je pense que l'élément principal aujourd'hui à retenir, c'est de faire le maximum pour justement mener une hygiène de vie saine de façon générale, que ce soit que tu veuilles perdre du poids ou pas. Je pense que à la fin de la journée, c'est ce qui est vraiment important. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale, physique et de son bien-être, de tout ce qui va avec. Je pense que c'est plutôt ça qui devrait être l'élément qu'on doit garder en fait à la fin de ce live pour moi. Et aussi, chaque petit geste compte. Chaque petit pas compte. C'est pas parce que tu n'as pas fait le sport aujourd'hui que ça va te faire prendre 5 kilos demain. Non. Fais aujourd'hui, si tu rates demain, ce n'est pas grave. Reprends après-demain. Pareil pour l'alimentation. Aujourd'hui, tu as eu envie de manger un burger. C'est pas grave, c'est des trucs qui arrivent. Mange ton burger, demain, un autre jour, tu continueras, tu vas inclure tes légumes. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand on arrive à cultiver, euh, j'ai envie de dire, cultiver le bien-être. Apprendre à prendre soin de soi, apprendre à avoir une alimentation saine, apprendre à faire des check-ups souvent, apprendre à anticiper sur sa santé, ne pas toujours attendre que c'est quand on commence à sentir des trucs, qu'on doit aller chez le médecin, non. Cultiver en fait euh, tu dis? La prévention. La notion de Cultiver la la prévention, prévention. en fait, exactement. Cultiver la prévention dans tous les domaines, psychologique, mental, physique, bien-être, vraiment dans tous les domaines. Pour moi, je pense que c'est essentiellement ça mon mot de fin. Ça va être prévention, prévention. Prenez soin de vous au quotidien, parce que à la fin de la journée, il y a que ça qui puisse, il y a que ça qui est important, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci Naomi. Yeusha. Ok. Je vais pas répéter ce que Naomi a dit. C'était déjà très, très bien et très complet. Je veux juste rajouter pour mes patients et leurs parents. La première chose, c'est, comme elle a dit, l'hygiène de vie. Mais si vous avez un enfant qui est obèse, en situation d'obésité ou de surpoids, et que vous aussi, vous ne faites pas des efforts, c'est-à-dire vous mangez un coca à chaque repas et vous lui demandez de boire de l'eau, ça va pas marcher. Vous allez le frustrer et en plus, il va pas croire vraiment à ce que vous lui dites parce qu'il va voir que vous faites ce que vous lui interdisez. Donc déjà, quand on veut adopter une hygiène de vie, c'est pour toute la famille, pas juste pour les personnes qui sont concernées. Et il faut vraiment faire preuve de patience. Ce n'est pas en 1 ou 2 jours que les problèmes qu'on a accumulés pendant des années vont disparaître. Donc, que ce soit le poids, que ce soit l'hypertension
ou les autres complications liées à la mauvaise hygiène de vie, ça ne va pas disparaître en quelques jours. Il faut vraiment faire preuve de patience et adopter les bonnes habitudes. Aussi, ce que je voulais ajouter, en particulier par rapport à la pratique du sport, il ne faut pas chercher forcément à faire des choses qui vous dépassent. Vous allez voir que les gens s'inscrivent, surtout en début d'année, dans des salles de gym, dans des programmes qui ne peuvent pas tenir, dans des régimes Challenge. détox ou je sais pas, des challenges qui ne peuvent pas maintenir sur le long terme. Si vous savez que ce n'est pas un rythme que vous pouvez adopter quasiment tous les jours de l'année, ce n'est même pas la peine de commencer parce que vous allez aggraver encore le problème. On en a parlé tout à l'heure, l'effet yo-yo. Si vous n'êtes pas prêt à tenir le rythme sur du long terme, ce n'est même pas la peine de commencer. Et la dernière chose que je voulais dire avant de clôturer, c'est vraiment ne prenez pas ça à la légère, ne prenez pas ça comme quelque chose que je peux gérer tout seul. Je vais regarder des tips sur Internet aussi, sur TikTok. Je commence mon programme dès aujourd'hui et puis demain, tout va aller dans l'autre. Non, il faut vraiment prendre la peine d'aller chez des professionnels parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait et quand on ne discute pas avec des professionnels, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Je prends juste un petit exemple, je vais pas être longue. C'est des amis à moi qui m'ont dit, ah, mais moi, je fais attention, je prends pas ci, je prends pas ça. Et 2 jours après, on mange ensemble et je vois que ils boivent du café avec 4 morceaux de sucre. Ensuite, ils vont prendre un croissant. Ensuite, ils vont prendre, je sais pas, en dessert, une glace au chocolat. Mais à quel moment tu fais attention, en fait, si tous les jours, ton alimentation ressemble à ça? Donc, il faut plutôt que votre alimentation de manière globale soit équilibrée et que de temps en temps, vous vous offriez des plaisirs. Il ne faut pas s'interdire des plaisirs, ça ne sert à rien. Voilà. Et merci encore à tous ceux qui étaient là, qui étaient présents. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos pages et de nous écrire aussi. Comme ça, pour les prochains sujets, on pourra mieux recentrer et aborder toutes les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre maintenant. Merci, Yawisha. Bien dit. Alors, vos pages, je vais vous mettre en. Je vais vous identifier, je vais identifier les pages et voilà, vous pourrez retrouver les pages de Naomi et de Yawisha et de Ife. Ife qui n'est pas avec nous, mais de tout cœur avec nous et qui reviendra dans le prochain épisode. Joanita. Alors moi, je pense que tout a été dit. Mon message principal, c'est que il faut déculpabiliser ces personnes qui sont en situation d'obésité. Parce que l'obésité, c'est une maladie chronique. Et on a fortement besoin de se rapprocher de médecins et pas que, pour se faire accompagner dans le temps. Moi, c'est mon message principal. Ce que je veux dire également, c'est qu'il faut nuancer le surpoids, l'obésité. Parce que l'obésité, sa problématique, ce n'est pas que le critère esthétique. Parce que si vous allez en Mauritanie, les femmes pulpeuses sont vraiment très canons. Elles ont la côte, en fait. Voilà, c'est le premier prix des tombolas. Ce qui n'est pas le cas dans les situations occidentales. Donc, il faut nuancer les choses et ne pas se laisser submerger par les pressions des médias qui modulent un peu notre perception de nous-mêmes et notre image de notre corps et s'inscrire plutôt dans le bien-être, ce qui est bien pour soi, ce qu'il faut pour avoir une meilleure santé, pour vieillir bien, pour vieillir en beauté et pour vieillir bien et pour vivre longtemps et continuer de faire ce qu'on aime. Moi, c'est mon message principal. Faites-vous accompagner, déculpabilisez-vous. Ce n'est pas la somme d'attitudes feignantes ou de mauvais choix, non. C'est des phénomènes beaucoup plus complexes qui vous échappent, qui sont génétiques, métaboliques, physiopathologiques, etc., etc. Voilà mon propos. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Yawisha, toujours un plaisir. Naomi, Joanita, Pamela, merci à toutes d'avoir accepté de partager vos connaissances avec nous. Et merci à Ifer aussi qui est resté dans les coulisses et avec qui on a préparé ce live qui n'a pas pu participer. C'est partie remise pour la deuxième partie. Alors, bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci, c'était un plaisir. À À bientôt.